Bonjour à tous, bienvenue dans ce TPV Flash Recap, la compilation de plusieurs vidéos courtes postées sur la page Facebook de Theme Parks Voyage dans lequel j'ai ajouté des images pour que ça fasse plus YouTube. Aujourd'hui, on va aller au Puy du Fou pour voir ces nouveautés 2022, on parlera de la stratégie de communication de Disneyland Paris concernant son extension des Walt Disney Studios et on finira par se demander l'intérêt pour la Disney Cruise Line de faire venir un plus grand bateau en Europe en 2023. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant et en la partageant. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Enfin, allez faire un tour sur la page Facebook et likez-la pour avoir les dernières infos sur les grands parcs de loisirs européens. Allez, c'est parti, bon visionnage! Savez-vous ce qu'est une naumachie? Il s'agit d'une bataille navale comme on en faisait à l'époque romaine. Ça faisait partie des jeux du cirque au même titre que la course de chars, les combats de gladiateurs ou les fauves. L'arène était alors remplie d'eau et les embarcations se confrontaient pour la plus grande joie des spectateurs. Eh bien, c'est ce que le Puy du Fou va proposer dès cette année dans son spectacle Le Signe du Triomphe. Voici un extrait de l'article paru sur leur blog. Après les combats de gladiateurs et la légendaire course de chars, le gouverneur romain condamne les prisonniers à une nouvelle épreuve et provoque la métamorphose de la reine elle-même. Dans un final renversant, le stadium gallo-romain devient le théâtre d'une spectaculaire naumachie entre la gigantesque galère impériale qui apparaît par surprise et les radeaux des prisonniers gaulois promis au naufrage. Toujours d'après l'article, la transformation à vue de celle-ci, 40 mètres de long sur 15 mètres de haut, nécessite 110 éléments de décor en quelques secondes. Cette séquence remplace celle des fauves qui, au fil du temps et des réglementations, faisaient polémique et étaient destinés à être modifiés. Ce n'est pas le seul changement cette année. Deux autres spectacles, le bal des oiseaux fantômes et les Vikings, ont vu leur bande-son changer avec de nouvelles musiques et des nouvelles voix pour accompagner de nouvelles mises en scène. Il y aura aussi deux événements cette année. La Nuit des Feux Follets le 16 septembre, soirée sous le signe de la pyrotechnie, orchestrée par les trois plus grandes entreprises de ce domaine, et la Foulée des Géants, les 8 et 9 octobre, pour découvrir le parc d'une manière peu courante, en courant justement, à travers les différentes scènes sur des parcours de 10 ou 19 km, mais aussi grâce à une course pour les enfants nommée les Petits Héros. En outre, si vous logez dans les hôtels du parc, vous pourrez profiter de 5 ateliers découvertes à la rencontre des métiers du Puy du Fou. Cascadeurs, costumiers, fauconniers ou encore cavaliers vous ouvrent leurs portes. Selon l'atelier, ça sera le matin ou le soir et pour entre 19 et 29 euros par personne. Pour conclure, même si ce n'est pas une nouveauté, l'article nous donne quelques chiffres concernant la restauration. Les filières courtes sont plus que jamais privilégiées avec des cultures soit en interne soit en partenariat local avec des producteurs qui viennent à 70% de 100 km aux alentours dont 50% sont vendéens. Le Puy du Fou démarre sa saison le 9 avril. Les places pour les grands spectacles et les nuits sur place s'écoulent assez vite donc dépêchez-vous de réserver si ce n'est déjà fait. On le sait tous, Disneyland Paris, c'est magique, même dans leur communication. Après l'annonce de la transformation du Disney Village, plus axée sur une enseigne tiers que sur autre chose, voilà, on ne l'attendait plus, celle du contenu de la zone du lac, appelons-la comme ça, avec une photo du futur restaurant, mais un article joint axé lui aux 2/3 sur un rappel de l'univers de la Reine des Neiges, la zone thématique du Walt Disney Studios qui va arriver, et les films d'animation. Genre, on va construire une zone de la mort qui tue, avec attractions, restos, boutiques, personnages, immersion et argent qui va rentrer comme jamais auparavant. Et pour y aller, on vous a fait une petite allée arborée. C'est bête de tout déséquilibrer comme ça. Surtout que si on prend la peine de lire l'article jusqu'à la fin, et il est assez long, on apprend des choses qui étaient jusqu'alors au stade de rumeur. Jugez plutôt, voici la fin de l'article. Pour rejoindre la nouvelle zone, les visiteurs emprunteront une nouvelle promenade paysagère mêlant des jardins thématiques à une allée verdoyante. Invitant à la rêverie et au divertissement, cet univers fantaisiste servira de transition vers les nouveaux espaces thématiques qui borderont le futur lac et transformera complètement l'atmosphère du parc actuel. Les visiteurs y découvriront une attraction familiale en extérieur, un bassin et un magnifique restaurant service aux tables de 250 places en bord de lac. D'inspiration Art Nouveau, ce dernier offrira des vues panoramiques imprenables sur le lac et proposera des rencontres uniques avec certains personnages Disney. Voilà, on aura donc le lac,
le resto avec personnage, mais aussi une attraction et un bassin dont on ignore encore tout. Même si pour ce dernier, je cherche encore l'intérêt au bord d'un lac. Clairement, ils doivent déposer les permis de construire bientôt pour être synchro avec la zone Arendelle. Ça va être consultable donc par tout un chacun, ça aurait été dommage qu'il y ait des fuites. Par contre, ils ne savent pas encore quel thème ils vont donner à tout cela manifestement. Ce mercredi, la Disney Cruise Line a annoncé ses itinéraires pour l'été 2023 et je pense qu'on est sur une petite révolution. Après plus de 15 ans à tourner en Europe, le Disney Magic restera de l'autre côté de l'Atlantique et c'est pour la première fois le Dream qui croisera sur nos côtes. Il effectuera comme avant des croisières en Méditerranée au départ de Barcelone ou Civitavecchia et depuis un nouveau port, celui de Southampton qui remplace Douvres, dans les fjords norvégiens, l'Europe du Nord, les îles britanniques, en Espagne et en France. En effet, La Rochelle sera une escale, la seule en fait, au cours d'un itinéraire de 4 nuits. D'autres escales en France sont prévues sur d'autres croisières, mais elles avaient déjà eu lieu. Toulon, Cannes, Marseille ou Villefranche pour la Méditerranée, c'est devenu une habitude, mais aussi Le Havre lors d'une croisière de repositionnement entre la Méditerranée et l'Europe du Nord, ainsi que Cherbourg lors d'une croisière un peu folle de 10 nuits entre Southampton et Copenhague via l'Islande. Le choix de faire revenir le Dream est stratégique à plusieurs titres. D'abord, avec l'arrivée du Wish, tout juste sorti de ses chantiers navals en Allemagne, il n'était plus forcément nécessaire d'avoir les 3 gros bateaux, dont 2 avec des itinéraires majoritairement courts, dans les Caraïbes. En bref, il n'y avait plus assez de place au niveau planning dans les ports d'escale autres que leur île privée. Donc, autant envoyer le bateau ailleurs. Et puis ensuite, il y a un intérêt économique, ne nous mentons pas. Jusqu'à présent, avec le Wish, tout est en train de changer, le Dream et son jumeau le Fantasy, construit juste après, étaient les fleurons de la flotte DCL. Par rapport au Magic et au Wonder, ils sont plus grands, 1458 cabines au lieu de 875, soit 4000 passagers contre 2400, et mieux équipés, notamment avec le toboggan aquatique qui fait le tour du pont supérieur. C'était ceux sur lesquels avaient lieu les journées en mer thématiques, Star Wars, Marvel ou Pixar, qui sont en elles-mêmes des raisons de voyage. Et donc, ils rapportent plus en volume. Donc, si on fait voyager plus de personnes sur des itinéraires déjà hautement prisés, leurs croisières en Europe étant mécaniquement plus rares, elles se vendent presque plus vite que les autres et sont plus chères. C'est donc tout bénéfice pour eux. Je vous disais que le Wish allait rebattre les cartes de l'organisation des croisières DCL. Eh bien, pour moi, ce n'est que le début. Imaginez, avec à terme 7 navires, on peut penser qu'un d'eux restera en Europe quasiment toute l'année, comme d'autres compagnies font. Il pourrait aussi y avoir, pourquoi pas, des itinéraires en Afrique via le canal de Suez, même si je ne suis pas sûr que le Dream y passerait, ou les côtes atlantiques, mais aussi des voyages en Amérique du Sud, le long du Chili, l'île de Pâques qui est juste en Patagonie, ou encore en Asie, avec des transpacifiques au départ de San Diego ou Vancouver. Ok, je m'emballe. On va d'abord se contenter du Dream sous nos latitudes. À bientôt!